Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié au VC avec comme invité Paul-François Fournier de la BPI. On est également avec Stéphanie Hospital et Benoît Grossman d'Idinvest. Stéphanie va nous rejoindre. Un grand merci à l'équipe Livestorm qui nous a aidé à régler les derniers problèmes techniques qu'on a eus et donc par avance toutes nos excuses pour ce petit retard. Merci à tous pour votre présence régulière pour ces Office Hours. N'hésitez pas à poser des questions directement sur l'onglet questions plutôt que sur l'onglet du chat. Ça nous permettra de remonter les questions et de voir celles que vous posez en direct. Stéphanie a une connexion un peu capricieuse du haut de Chamonix, mais elle vous entend. Stéphanie, je te donne la parole. Merci à tous et à très vite. Bonjour à tous, bonjour Marianne, Benoît et Paul-François. J'espère que vous m'entendez bien. Alors Paul-François, déjà merci pour toutes les actions et toute la mise en place rapide au niveau de la BPI, des différents prêts, garanties et du soutien accordé. On est tous très très sensibles à la mobilisation que tu as et que vous avez tous réussi à faire côté BPI. On aimerait bien t'entendre sur des chiffres un peu concrets de combien d'entreprises aujourd'hui ont déjà bénéficié des mesures, des prêts. Quelle est un petit peu la réactivité aujourd'hui des services de la BPI? On est tous aussi très conscients que c'est une grosse charge de travail, mais t'entendre là-dessus avec des chiffres serait précieux. Ouais, super. Bonjour à tous. Moi aussi, je suis ravi de vous voir, de vous retrouver, évidemment Stéphanie et Benoît, et puis tous les gens que je vois connectés. Donc peut-être deux mots rapides donc, sur le plan que vous avez déjà. Je crois qu'il y a Cédric Haut qui est intervenu en début de semaine. Donc le plan, il est quand même assez massif. Et d'ailleurs, je crois que c'est le premier plan qui a été annoncé, qu'on ait en tout cas vu. L'Allemagne vient d'annoncer un plan il y a quelques jours. Les États-Unis, pas vraiment de plan d'ailleurs sur les startups, ce qui pose un certain nombre de questions visiblement dans la vallée. Ce plan, c'est d'abord essayer de mettre du cash massivement dans les boîtes aussi vite que possible. C'est la mesure du crédit impôt recherche, c'est avancer un certain nombre de tranches de financement du programme d'investissement d'avenir, c'est les décalages de 6 mois, des remboursements de prêts et autres dispositifs. Et puis le deuxième, c'est essayer de construire un partenariat constructif avec les investisseurs, avec vous, donc, pour essayer que nous traversions ensemble la crise et que le maximum de boîtes qui avaient du potentiel avant la crise, et c'était quand même une majorité, puissent retrouver, une fois que les choses seront un peu plus stabilisées, une dynamique positive. Évidemment, il y aura des impacts, on n'est pas en train de les nier, mais l'idée, c'est qu'on amortisse ensemble cet impact pour qu'on garde la dynamique qui était quand même super positive, avec quelques ajustements, et c'est aussi les côtés potentiellement positifs des crises, c'est que ça permet de remettre les choses parfois j'allais dire, et de les repositionner. Alors, sur les chiffres, il y a d'abord les premiers chiffres du PGE, qui est en particulier le PGE Innovation, qui est ce prêt garanti par l'État, qui est distribué par les banques et qui a une composante, vous le savez, innovation assez forte, puisque on peut, lorsqu'on est une boîte innovante, aller jusqu'à 2 fois maximum sa masse salariale. Donc les chiffres d'hier qui viennent de sortir, c'est 350 millions d'euros de demandes, puisque vous savez qu'il faut passer par une plateforme qu'on a construite d'ailleurs nuitamment par les équipes informatiques de la BPI que je salue, qui ont fait ça le week-end dernier. Donc 350 millions de demandes, 2100 demandes de PME ou start-up innovantes, donc qui se déclarent avec ce critère spécifique, et déjà 33 millions de prêts accordés pour à peu près un peu moins de 300 entreprises. Donc ça, c'est les chiffres d'hier. Donc il y a déjà 33 millions et 300 start-up principalement qui ont eu un prêt garanti par l'État. Je n'ai pas les chiffres de BPI France pour être direct avec vous, parce que d'abord, le PGE Innovation, qui sera la déclinaison spécifique à l'innovation que l'on est en train de mettre en place, il est en train d'arriver. Et donc, pour l'instant, on est sur une gamme de produits qui sont les produits d'aide à l'innovation ou les produits de Kofi qui s'appellent Atout.
Donc, je n'ai pas de chiffres précis à vous donner parce qu'on ne sait pas les traquer et que pour être tout à fait honnête avec vous, vu la charge de travail de l'informatique, je ne leur ai pas demandé. Mais ce que je peux vous dire au vu du flux que je vois au quotidien, c'est que les équipes ne mollissent pas et prennent des décisions à la volée le plus vite qu'elles le peuvent. Donc voilà. Et puis, que vous dire d'autre? Nous, peut-être, et ça sera l'occasion de partager avec vous, mais nous, on a toujours du deal flow, enfin de deal flow, en tout cas, on a un certain nombre de deals qu'on est en train de conclure, parfois d'ailleurs des très belles levées. Alors, c'est probablement aussi la fin du deal flow qui était post-crise, hein, puisque c'était des dossiers qui étaient relativement instruits, sur lequel, malgré tout, on voit que la plupart des acteurs, qui soient d'ailleurs français ou internationaux, continuent à respecter leurs engagements. Parfois, il faut bien le reconnaître, en intégrant un certain nombre de données nouvelles, mais au fond avec une volonté de poursuivre. Et puis, il y a un gros travail des équipes du fonds de fonds qui essayent de closer un certain nombre de fonds qui étaient relativement avancés. L'idée étant évidemment de faire en sorte que ces fonds qui ont parfois passé 2 ans sur la route n'aient pas à repartir pour une durée très longue. Et donc ça veut dire parfois baisser les seuils de commitment, enfin de demande de taille minimum des fonds, et parfois aller jusqu'à, j'allais dire, avoir une empreinte BPI France un peu plus forte. Donc voilà pour les quelques chiffres que je suis en situation de vous livrer ce matin, cet après-midi. Les journées sont longues. Oui, Paul-François, écoute, on est ravis de t'accueillir dans ce webinaire France Digital. Alors, il se trouve que BPI, vous êtes bien sûr un acteur majeur de l'écosystème digital français et européen, parce que vous intervenez directement dans les sociétés en direct, hein, et également en indirect au travers des fonds. Et l'écosystème, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Hein. Pour qu'il y ait des startups, il faut qu'il y ait des fonds comme les fonds de venture, comme les nôtres. Et puis ensuite, il faut qu'il y ait des investissements en fonds de fonds. Donc, vous avez un rôle très, très important sur la partie fonds de fonds. Alors, moi, il se trouve que chez France Digital, je représente plutôt la partie investisseur qu'entrepreneur, même si tout ça est lié. Donc, bien sûr, tous mes petits copains investisseurs ont beaucoup de questions à se poser sur le rôle de la BPI dans cette période qui est d'une perturbation effrayante, avec une discontinuité qui m'effraie tous les jours. Notamment le rôle d'entraînement que vous avez lorsque vous intervenez en fonds de fonds. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez des ratios d'emprise, je crois que le chiffre magique est à peu près 20-25%. Est-ce qu'on peut imaginer que BPI, dans cette période encore plus perturbée qu'avant, fasse un rôle encore plus d'entraînement que ce qu'elle faisait auparavant? Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Voilà, qu'il y a un vrai effet d'entraînement, même s'il a toujours eu, mais en clair, dit autrement, est-ce que ça pourrait avoir un effet d'entraînement encore plus fort et plus violent, vraiment pour inciter les autres investisseurs qui regardent les fonds aujourd'hui à faire des commitments de manière plus rapide? Alors oui, en fait, c'est tout l'esprit dans lequel on va rentrer, et j'ai envie de dire, on est déjà rentré, à la fois d'ailleurs en direct, même si c'est plus marginal, et ça a d'ailleurs vocation à le rester. Hein. Je ne suis pas en train de dire que le direct va prendre une place plus importante, potentiellement un peu, mais ça restera, et c'est volontaire de notre part, marginal. Et effectivement, le fonds de fonds, qui est la dimension systémique dans cette dimension d'investissement. Et donc, la réponse à ta question est oui, et j'ai envie de dire, c'est déjà le cas en pratique, puisque les équipes de Benjamin Paterno sont en train de closer des fonds, déjà avec des taux d'emprise qui sont en augmentation, justement pour permettre de clore ces fonds, que je le disais tout à l'heure, qui sont déjà assez engagés, et s'assurer qu'il y a un message fort vis-à-vis des LP sur le fait que, j'ai envie de dire, BPI France est toujours actif. Donc Benjamin, aujourd'hui, est prêt à monter son taux d'emprise jusqu'à presque 30% dans un certain nombre de cas, et il est en train de le faire dans un certain nombre de dossiers. Alors, ça ne veut pas dire que, si la question, c'est qu'on va massivement augmenter inversement le nombre de fonds qu'on va financer, pour être très direct avec vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regarder et avoir un regard constructif, mais au fond, inversement, le constat que l'on a tous depuis longtemps, c'est qu'il y a quand même beaucoup de fonds en France, c'est un actif, mais des fonds de taille pas forcément suffisante par rapport à ce qu'on voit dans un certain nombre d'autres écosystèmes. Et donc, notre stratégie, on ne l'a d'ailleurs jamais cachée, est quand même
à la fois évidemment de s'assurer de la pérennité de cet écosystème, de sa densité, de s'assurer que toutes les thèses, en particulier les thèses régionales, qui sont importantes pour nous aussi en termes de mission, soient bien couvertes, mais aussi qu'on ait une réflexion d'ailleurs avec France Invest, avec France Digital, sur l'évolution qui passe par une augmentation de la taille moyenne des fonds, de ce qui s'est passé ces dernières années. Donc pour être clair, on va être dans notre rôle contracyclique, on sait le faire, on l'a déjà fait, ça a déjà commencé. On va regarder encore plus les dossiers et on va être encore un peu plus ouvert. On va être parfois dans des critères assouplis sur notre taux d'emprise, voire sur les premiers closings des fonds pour essayer de faire que la période passe. On a des commitments assez significatifs. Hein. On a 500 millions à peu près, qui était à peu près le rythme de fonds chaque année. Bon, j'en reparlais avec Benjamin. On est toujours sur cette ambition-là. Évidemment, on la maîtrise pas nous parce qu'il faut trouver l'argent privé en face. Mais on a bien compris notre mission. On a bien compris que tout le monde allait nous regarder. Et puis, pour être clair avec ça, mais ça, Benoît, tu as plus d'expérience que moi, mais les gens qui ont l'expérience du fonds de fonds dans la maison, et il y en a qui ont une grande expérience, et puis les chiffres aussi des années et des 20 ans dernières, savent que justement, c'est dans ces phases-là aussi que souvent les fonds ont les meilleurs millésimes. Donc, pour être clair avec vous, et on ne déteste pas cette idée, le fait qu'on augmente notre taux d'emprise, on se dit que par ailleurs, c'est peut-être pas une mauvaise chose en termes d'investisseurs. Et encore une fois, vous nous connaissez, on aime bien l'idée que on peut avoir un rôle tout à fait systémique et en même temps être un investisseur avisé. Alors, justement, Paul-François, quand on regarde un petit peu les crises 2001-2008, il y a eu à peu près 50% de défauts d'investissement de part des investisseurs qui s'étaient déjà committés. Hein. C'est un peu les statistiques qu'on retrouve au niveau mondial. Est-ce que vous avez, vous, une action possible justement auprès de ces investisseurs institutionnels, notamment, ou gros family office, pour les inciter à être consistants dans leur engagement autour des fonds et de la French Tech? Et puis, il y a une autre question que j'ajouterais, c'est cette fois-ci pour les petits ou les business angels, qui sont d'ailleurs pas toujours trop petits. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui vont être prises, ou pour les fonds de seed ou d'amorçage qui, jusqu'à maintenant, étaient certes bien favorisés avec les 500 millions, mais un peu moins que les fonds late stage, avec la volonté ces 2 dernières années d'aller sur des gros tickets alloués pour des très très grosses scale-up, hein, ou sociétés en forte croissance. Donc, comment tu vois un petit peu ces deux bouts de la chaîne se comporter, et toute la chaîne du financement hors institutionnel public pouvoir être incité à investir? Bon, alors d'abord, on est un peu comme vous. Hein, faut bien reconnaître que d'abord, nous aussi, on s'est tourné vers la mise en place de l'organisation, vers s'assurer que nos collaborateurs soient en situation de bosser, discuter avec l'État pour lancer les produits, gérer notre portefeuille. Donc, j'ai envie de dire, pour être cash avec vous, on est nous aussi dans la vague encore de cette vague. On a le sentiment, j'y reviendrai tout à l'heure, néanmoins que ce plan est une vraie réponse assez systémique, et les premiers chiffres que j'ai donnés, je pense, sont un premier signal que ça commence à répondre. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, sur ta question, je pense que ça va être important. C'est pour ça que le travail de fonds en ce moment, qui est très scruté par un certain nombre d'acteurs institutionnels, est un signal, je pense, important, qu'on tient nos engagements. D'ailleurs, qu'on est prêt, encore une fois, à parfois s'investir un peu plus avec des raisonnements que j'ai cités tout à l'heure. Cédric citait l'autre jour, si on reprend un peu les différents points que tu citais, sur les LP institutionnels, bon, je pense qu'il y a une volonté quand même de l'État de s'assurer que les assureurs jouent confirment leur commitment, et donc il n'y a pas de mise en question actuelle de ce commitment qui était quand même assez significatif. Bon, après, comme il le disait lui-même, on ne sait pas très bien où on va, mais sur le fond, il y a quand même un sentiment qu'il faut de la continuité et qu'il faut que chacun fasse à ses responsabilités.
Les family office, je pense que ça va être un peu plus compliqué si on se dit les choses, parce qu'ils sont eux aussi parfois dans une, j'ai envie de dire, dans une équation qui est assez transformante pour eux. On va voir. On est pas mal en contact avec eux depuis quelques mois, en particulier avec LAC. Et donc, ça fait partie des sujets qu'on a prévu de faire avec Benjamin, c'est d'aller faire un tour pour aller justement expliquer et mettre un peu de sens dans toute cette affaire. Moi, mon sentiment, c'est qu'au fond, si on arrive à naviguer collectivement dans cette crise, notre écosystème peut se trouver encore renforcé et que donc le travail qu'on a fait avec vous depuis 3-4 ans d'attractivité des LP étrangers peut, à mon avis, à un moment où les États-Unis vont quand même être extrêmement secoués, en tout cas c'est le sentiment qu'on a. Moi, j'avais Romain Serment, qui est notre collaborateur à San Francisco. Quand même, il y a des messages quand même assez alarmants de ce qui risque de se passer aux États-Unis. Je pense que si on arrive à traverser et si on arrive à montrer que notre écosystème est quand même résilient, on peut conserver cette capacité. C'est pour ça qu'on a prévu avec Benjamin cet été d'aller voir les LP internationaux à nouveau et qu'on travaille avec l'Élysée pour qu'il y ait à nouveau à la rentrée un grand raout avec les grands LP internationaux. Et puis sur les fonds d'amorçage, bon là on a l'outil quand même FNA2 qui vient d'arriver, il y a 500 millions d'euros. L'outil, il est bien, j'allais dire, il est bien compris, bien utilisé. Il va probablement être utilisé dans le contexte que je citais tout à l'heure, dans les quelques mois qui viennent. Et c'est l'intérêt aussi d'avoir ces outils du programme d'investissement d'avenir dans les phases contracycliques. Mais en tout cas, l'argent, il est là. Et puis, pour les business angels, je pense qu'effectivement, c'est un sujet. Donc, moi, j'ai eu des échanges avec le cabinet de Cédric et Cédric. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de réflexions là qui pourraient en tout cas atterrir dans les quelques semaines qui viennent. Mais ça, je vais les laisser préciser. Mais je pense qu'il y a une compréhension qu'il faudra probablement donner un signal pour les business angels qui sont importants, en particulier sur le préamorçage. Oui, Paul-François. Moi, la catégorie, juste pour rebondir sur la question de Stéphanie, puis après on va s'arrêter là pour cette catégorie de questions. La catégorie d'investisseurs qui me fait le plus peur aujourd'hui dans la crise, c'est plutôt les corporates. Hein. Moi, je dis toujours que le métier d'un corporate, c'est pas d'investir dans des fonds d'investissement, c'est pas leur métier. Un corporate, c'est d'investir dans son business. Et aujourd'hui, le cash va devenir de plus en plus rare, malheureusement, y compris chez les corporates. Et le corporate, le jour où il a des choix à faire entre investir dans son business, ce qui est quand même fondamental, et investir dans un fonds d'investissement qui est malheureusement plutôt un nice to have, il peut arriver qu'il fasse des arbitrages qui ne soient pas en notre faveur. Mais ça, malheureusement, vous n'y pouvez rien, et ça, on est tous dans le même bateau, on va tout faire en sorte que les investisseurs aillent jusqu'au bout de leurs engagements, hein, c'est le souhait de tout le monde. Après, on fait ce qu'on peut, hein. Vous avez un rôle moteur, mais vous n'avez pas de baguette magique, là, malheureusement. Après, si on rentre un peu dans le vif du sujet, un peu les outils qui nous intéressent, parce qu'il y a beaucoup je vois des gens qui nous regardent, ce sont des entrepreneurs qui bossent comme des fous du matin au soir, notamment depuis la crise, qui travaillent déjà beaucoup avant, mais encore plus depuis la crise. Alors, il y a un certain nombre d'éléments d'outils qui ont été mis en place, notamment le fameux fonds bridge, je ne sais pas comment vous l'appelez, de 80, ou je ne sais plus, il fait 40 ou 80 millions d'euros. En clair, c'est pour faire un espèce un peu, pas d'abondement automatique, parce que j'aime pas le terme d'abondement automatique, ça fait un peu bureaucrate, mais où vous accompagnez les tours en cours, sachant que ça s'adresserait aux tours qui ont été initiés il y a quelques semaines, donc en pleine crise. Donc d'aider pour aider à faire ces tours, de faire une espèce d'abondement de 1 pour 1 ou de 1 pour 2. Techniquement, ça marche comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça, c'est une question très concrète de la part des entrepreneurs. Voilà, Non, très clair. Alors, pardon, donc, oui, cet outil qu'on a mis en place, qui est cet outil de bridge, il est effectivement un outil un peu nouveau, qui est un outil qui n'a pas vocation d'ailleurs dans notre esprit à perdurer dans la panoplie. Mais bon, après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais en tout cas, c'est pas sa philosophie. Sauf pour la partie deep tech, puisque c'est sur cette base-là et sur cette mécanique-là qu'on l'a construit. Donc ce principe, il est assez simple, c'est le constat qu'il y a un certain nombre de levées qui étaient très avancées ou qui étaient prévues dans les quelques semaines qui viennent, donc avec des entreprises qui ont quand même des soucis de cash à l'horizon de quelques mois à venir, et donc où clairement il était prévu des nouveaux entrants qui fassent une grosse part du tour,
et qui ne se feront pas parce que les nouveaux entrants ont décidé de ne pas faire ou parce qu'ils ne seront pas là dans les quelques semaines ou mois qui viennent. Donc, dans cette logique-là, c'est clair qu'on ne pourra pas faire et on ne pourra pas demander aux banques, et on y reviendra parce que je sais que ça va vous poser un certain nombre de questions, mais on ne pourra pas demander aux banques, ni d'ailleurs à BPI France, même si on est très allant, de faire seul des bridges avec des prêts, même si évidemment ça serait beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que c'est aussi aux actionnaires d'assumer une partie de leurs responsabilités. C'est le message qu'on essaye de porter, c'est que la puissance publique met des moyens considérables, mais c'est aussi aux actionnaires de prendre une part de leurs responsabilités. C'est clair que dans ces cas-là, les historiques sont parfois, pour pas mal d'entre eux, déjà très engagés et donc n'ont pas de capacité forcément de refaire un tour interne très structuré, mais il faut inversement qu'elles nous aident à construire un bridge qui permette de traverser cette crise et de retrouver des temps meilleurs. Et donc pour ça, on a cet outil qui est effectivement un outil qui permet d'aller jusqu'à du matching 1 pour 1 avec les historiques. Bon, s'il y a un nouvel entrant, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas exclusif, hein, mais l'objectif, c'est plutôt quand même de faire ça avec les historiques. Cet outil, il va de 100 000 euros jusqu'à 5 millions d'euros. C'est des obligations convertibles ou potentiellement des OPSA avec un taux qu'on a fixé à 7% et une décote potentielle de 20% avec une capacité de conversion à notre main, sachant que l'idée générale est que nous ne souhaitons pas convertir sauf exception. On n'a pas vocation à rester durablement au capital de ces entreprises. On est là dans une logique là encore un peu plus systémique et donc l'objet c'est quand même d'essayer de se faire rembourser au prochain tour ou à celui d'après. Alors, on est bien conscient que ce ne sera pas toujours le cas, mais enfin, l'idée quand même générale derrière ça, il faut bien l'avoir en tête, en particulier pour les investisseurs et les entreprises qui feront appel à ce dispositif, c'est qu'on sera quand même assez exigeant pour ressortir, parce qu'on n'a pas vocation à rester durablement dans toutes ces entreprises. Ce n'est pas notre métier, et on ne sera pas capable de le gérer d'ailleurs. Donc voilà, après, que ce soit en fonds propres ou en obligations convertibles, on ne va pas être trop regardant. Simplement, et derrière, ce n'est pas exclusif qu'il y ait du prêt, puisque ça permettra quand même de remettre des fonds propres dans un certain nombre d'entreprises qui permettront quand même aux banquiers de reprendre un peu plus d'allant que quand il n'y a plus de fonds propres ou quand les fonds propres sont négatifs. Et encore une fois, il faut l'accepter. Ça fait partie aussi du jeu du financement des startups. Donc, pour avoir accès à ce dispositif, c'est les directions régionales de BPI France qui vont faire la première instruction de ces dispositifs. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler avec vous et avec donc les entrepreneurs et avec les investisseurs pour essayer de voir quelle est la meilleure solution. C'est clair que c'est quand même un outil un peu plus compliqué à gérer, c'est un outil un peu plus structurant. Si on arrive à trouver des solutions avec les dispositifs de prêt, avec les banques, avec les investisseurs, on aura plutôt tendance à le privilégier parce que c'est moins lourd, c'est plus rapide. Hein, et on a 120 chargés d'affaires qui télétravaillent tous les jours. Derrière, la gestion de tout ça, c'est quand même beaucoup plus lourd. Donc voilà, mon point, c'est le point d'entrée, c'est le chargé d'affaires. Il va voir avec vous si c'est le bon dispositif, si c'est bien adapté. Il va construire le plan de financement. Il faut que vous l'ayez déjà travaillé, évidemment, vous le savez, avec vos investisseurs, avec les banques pour voir dans quelle mesure elles vous accorderont un PGE. Et puis ensuite, on construira le meilleur j'allais dire, panoplie de dispositifs pour essayer de construire ce bridge qui est l'objet de notre plan. Paul-François, deux questions sur ça. Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui en ont bénéficié ou c'est quoi un petit peu le timing de développement? Alors, et la deuxième question qui est corrélée, ça va être sur l'éligibilité, notamment par rapport aux fonds propres de l'entreprise, parce que généralement, c'est là où ça devient tendu, c'est quand une entreprise a pu les critères de fonds propres. Est-ce que vous allez être un petit peu plus souple sur ça? Alors, sur la partie du bridge, il n'y a pas de critères véritablement de fonds propres, puisque l'objectif, c'est de remettre des fonds propres.
Et donc là-dessus, il n'y a pas véritablement de critères, si ce n'est évidemment que les investisseurs historiques, j'allais dire match avec ce fameux bridge. Sur la partie du PGE pour les banques et pour sa déclinaison de BPI France, là, les contraintes d'entreprises en difficulté et de fonds propres restent, et donc, parce que ces contraintes, elles s'imposent encore à nous dans ce dispositif. Alors, on va essayer d'être le plus souple possible pour essayer de trouver des solutions en fonction de votre situation, en particulier s'il y a eu entre-temps un réinvestissement et parfois on est techniquement en entreprise en difficulté, alors qu'en fait, il y a eu une levée de fonds, on va évidemment tenir compte de cette levée de fonds. On va essayer de trouver toutes les souplesses, mais en même temps, derrière ça, il y a aussi parfois des entreprises qui n'ont pas de fonds propres. Et là encore, on ne pourra pas non plus faire seul en dette, que ce soit d'ailleurs les banques ou nous-mêmes, des bridges en dette pour des entreprises qui n'ont pas d'actionnaires ou des actionnaires qui à faire face à leurs responsabilités. C'est le message principal aussi qu'on veut porter vis-à-vis de vous, les investisseurs, c'est qu'on ne peut pas seul, je dis la puissance publique, et d'ailleurs d'une certaine façon les banques, non plus traverser en faisant de la dette uniquement sans que les investisseurs participent à ce bridge. Et sinon, merci Paul-François de ta réponse. Et sinon, concernant les fameux prêts BPI garantis à 90%, ce qui remonte un petit peu de nos entrepreneurs, c'est qu'en fait, même quand BPI garantit un prêt à 90%, on pourrait s'attendre à ce que tous les banquiers prêtent Urbi et Orbi, parce que vraiment, c'est un peu la fête au village, c'est un peu gratuit. Et en fait, on s'aperçoit que les banques, elles ont un mal fou, notamment en période de crise, les banques ne prendront pas de nouvelles relations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les fameux prêts garantis BPI, seules les banques qui sont déjà clientes de la société pourront être sollicitées. Très compliqué de faire des nouvelles relations. On comprend un petit peu les banques, hein. Tout le monde est un peu submergé aujourd'hui, tout le monde est en télétravail. Donc avant de prendre des nouvelles relations, il faut d'abord honorer les précédentes. Donc pour ça, le prêt à 90%, il n'est pas toujours facile. Et même quand le prêt est garanti à 90% et que la société est déjà cliente de la banque, c'est pas toujours facile parce que pour une société, même s'il y a une garantie, ils ne sont pas sûrs que la garantie s'exerce après, il y a toujours des critères à remplir, etc. Donc si on peut mettre un petit peu d'huile dans les rouages, alors je sais que vous poussez très fort, c'est très bien, mais il faut le pousser encore plus fort parce qu'il y a toujours un peu un disconnect entre le discours théorique qui est super bien et puis la pratique, des fois, la pratique, ça ne marche pas aussi bien que ça. Donc il faut vraiment que ces prêts, ça marche. Et pour moi, c'est vraiment le fer de lance de la politique de BPI en ces temps de crise, c'est hyper important. Nos boîtes qu'on a bénéficié, il n'y en a pas beaucoup encore, c'est magique parce que ce sont des prêts qui sont quasiment à zéro avec des délais de remboursement de 2 ans, 3 ans, c'est de l'argent gratuit, hein. Enfin, c'est magique. Mais pour l'obtenir, c'est pas si facile que ça et globalement, les banques, elles prêtent toujours qu'aux riches, hein. Ça a toujours été comme ça, mais ça l'est encore un petit peu encore. Voilà. Donc si on peut éviter que les banques prêtent aux riches, alors, je pense que c'est clair et on essaie de trouver le bon équilibre. J'insiste un peu parce que bon, c'est une session avec les VC, on en a déjà parlé. Je pense, et il y a des entrepreneurs. Je veux juste, c'est pour ça que je suis un peu lourdingue, je suis d'accord, hein, mais le risque, c'est qu'on ne se comprenne pas et que justement, en fait, dans la logique des interactions qu'on peut avoir tous dans l'écosystème, les VC, je suis cash avec vous, vous ayez le sentiment qu'on va prendre en charge l'ensemble du risque lié à cette crise. Être VC, c'est accepter qu'il y ait des risques. Celui-là, il est hors norme, donc la puissance publique va en prendre une partie et c'est non négligeable. Mais enfin, il faut tous qu'on assume une partie de ce risque et c'est pour ça que je suis un peu clair là-dessus parce que sinon, les entrepreneurs vont perdre beaucoup de temps en arrivant vers nous et vers les banques sans avoir un minimum de soutien de leurs investisseurs. Et ça, pour nous, ça sera quand même un signal important dans cette période-là. On se l'est déjà dit, Benoît, et je crois que vous entendez et que tu entends ce message. Ensuite, sur les banques, oui, on est bien conscient que pour l'instant, le retour des banques n'est pas au niveau de ce qu'on peut attendre de l'investissement et de la garantie de l'État. Donc ça, c'est clair. En fait, c'est assez variable, pour être clair avec vous. Il faut bien reconnaître que les banques subissent elles aussi un choc dans des grosses organisations. Il se trouve que moi, j'y ai passé un certain temps, donc je peux vous en parler, hein, entre la tête et les pieds, il y a un certain temps, dans un contexte en plus où le télétravail est parfois compliqué, où les outils n'étaient même pas forcément toujours là.
Donc, c'est clair qu'il y a un gros travail pour faire en sorte que les banques fassent, j'allais dire, face à leurs responsabilités. C'est d'ailleurs pas uniquement sur l'innovation, c'est de façon plus globale. Et donc, nous, tous les jours, on suit les chiffres. Nicolas, les patrons des banques. Et moi, j'étais à 11h30 avec l'ensemble des directeurs, enfin, des responsables de l'innovation des différentes banques de la place. Et on a passé 1h30 sur le sujet, alors à les rappeler leurs responsabilités, à la fois sur des questions assez basiques, et on voit clairement qu'on est encore un peu au début du processus pour elles, qu'elles n'ont pas toujours compris, que ce n'est pas encore complètement redescendu. Donc là-dessus, on y travaille, on met la pression. France Digital, vous avez votre rôle à jouer dans cette affaire. Il y a des gens qui ont déjà bien pris le manche. Hein, quand on regarde, il y a des gens comme BPCE ou Crédit Mutuel qui commencent déjà à avoir des taux de réponse qui sont non négligeables. Il y en a d'autres où c'est plus long et on essaye de les traquer et de faire passer les messages. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut imposer aux banques de prêter comme ça? Non, ça reste 90%. Elles ont quand même une petite responsabilité à assumer. Elles sont très poussées à faire le maximum. Mais j'insiste encore une fois, ce n'est pas non plus complètement un droit. Il faut quand même être capable de présenter un plan de trésorerie à 12 mois. Je veux dire, une banque, c'est quand même aussi un organisme un peu prêteur. Et donc, je crois qu'il faut que chacun fasse son petit bout de chemin. Je le disais encore, les entrepreneurs sur la visibilité de la trésorerie, combien leurs investisseurs sont prêts à mettre. Nous, on va essayer d'être là au maximum pour boucher, pour pousser, pour cristalliser. On est 120 sur toute la France, hein, les chargés d'affaires. Donc, on essaye de prioriser et de faire face, sachant qu'évidemment, on nous regarde beaucoup et qu'on est bien conscient de cette responsabilité. Très bien. Et sur le rôle que le FEI peut avoir, est-ce que, alors je sais que vous travaillez bien sûr, le FEI est un gros partenaire de BPI, notamment dans toute la partie fonds de fonds. Est-ce qu'on peut imaginer que d'embarquer, de faire un peu au niveau du FEI ce qui a été fait sur BPI? Alors bien sûr, c'est pas dans votre compétence directe, mais il dit autrement, si le FEI était aussi dynamique que BPI, ça serait absolument magique et ça permettrait de faire des miracles. Qu'est-ce qui peut être fait avec le FEI à ce niveau-là, Paul-François? Écoute, pour l'instant, on n'a pas eu tellement d'interaction avec eux, pour être tout à fait cash, mais c'est aussi lié au fait qu'on était beaucoup tournés, nous aussi, vers l'interne, vers l'État aussi, pour sortir les dispositifs. Donc ça fait partie des sujets. Nicolas parle à Thierry Breton ce soir pour essayer de voir comment l'Europe pourrait embarquer plus largement. Et dans les commandes dont on discutait ensemble, c'est qu'effectivement, l'Europe fasse un plan. Bon, le FEI et la BEI nous ont pas mal aidés sur un certain nombre de prêts qui sont d'ailleurs toujours là, les prêts d'innovation, les prêts d'amorçage. Aujourd'hui, on n'a pas véritablement, je l'ai dit, engagé de dialogue, mais je suis d'accord avec toi que dans le dispositif actuel, c'est un étage qu'il faudrait qu'on mette en place. Probablement d'ailleurs dans l'esprit, là on est plutôt dans des mesures qui vont à mon avis durer 3-4 mois, le temps de passer la crise au maximum, mais dans des mesures de relance un peu systémiques sur lesquelles, parce que pour être cash avec toi aussi, je ne suis pas tout à fait confiant que la BEI ou le FEI soient capables de prendre des décisions. C'est lié aussi au processus intrinsèque de la commission. Hein, je veux dire, c'est un objet avec beaucoup de gens, beaucoup de stakeholders. Mais je pense qu'à l'horizon de l'été, on devrait pouvoir essayer de bâtir effectivement quelque chose qui permette d'avoir un deuxième effet de réentraînement du système pour l'été ou la rentrée, quoi. En tout cas, c'est sur notre to-do là, dans les quelques semaines qui viennent. Et sinon, sur un sujet un petit peu récurrent depuis très longtemps, alors avec la crise, c'est peut-être encore plus fort, c'est le rôle des business angels dans la chaîne de financement. Tu sais qu'une chaîne de financement, c'est complet. Il faut du love money, il faut des business angels, des fonds de seed, de la série A, série B, etc. Aujourd'hui, ce qui est un petit peu ralenti, les investissements des business angels, c'est notamment ce qu'on appelle l'IRPME. Hein. En clair, c'est les avantages fiscaux accordés aux personnes physiques, dont les business angels qui investissent en direct ou en indirect dans des sociétés. Aujourd'hui, le taux de réduction d'impôt est 18%. Auparavant, il était beaucoup plus important. Alors, ça fait un bout de temps qu'on parle de réaugmenter ce taux-là. Est-ce que ce n'est pas le bon moment de le faire? Alors, je sais qu'il y a des problèmes avec la Commission européenne parce que je crois que le taux a été validé par le PLF, par la DLF, pardon, à 25%. Enfin, il y a des questions de notification. Mais est-ce qu'à situation exceptionnelle, on ne peut pas débloquer cette espèce de bouchon d'augmenter de manière sensible le taux de réduction d'impôt, puis également le plafond, voilà. Ouais, c'est un peu l'objet des échanges que moi j'ai eu aussi, je te disais, avec
avec Cédrico et son cabinet. Je pense que de ce point de vue-là, il y a une fenêtre qui s'ouvre et qu'il faut qu'on pousse collectivement parce que c'est probablement un outil, là encore, où je partage complètement. C'est d'ailleurs la seule réponse, je comprends, que l'Angleterre a mis en place aujourd'hui de façon un peu systémique, c'est de réouvrir effectivement massivement. Je pense que ce n'est pas inintéressant et que ça a du sens. Je pense que ça ne sera pas suffisant pour le système anglais, mais ils doivent être en train d'y travailler. Mais clairement, ça fait partie, à mon avis, des outils assez simples qui peuvent être un signal assez fort et assez rapide qui permettent à un centre de business angel de faire du réarbitrage dans la période actuelle pour revenir. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est aussi des périodes d'opportunité où pour des business angels et des fonds, c'est intéressant de réinvestir dans les 6 à 9 mois qui vont venir, ou même d'ailleurs un peu plus longtemps que ça. Donc ça, j'ai envie de dire, digital, vous avez votre voix, mais nous, sur le principe, c'est aussi des choses qu'on essaye de pousser dans le dispositif. D'accord. Et sur une initiative qui a été mise en place par le gouvernement, c'est la fameuse initiative Tibi, hein, c'est l'engagement des assureurs, je crois des 25 assureurs, qui se sont engagés devant le président de la République, donc ça compte, c'est un engagement plus que moral, hein, à investir, je crois, 3 milliards d'euros dans la classe d'actifs du gross equity. Alors le gross equity, c'est un peu, comment on définit gross equity, c'est un petit peu variable. Déjà, 2 points, est-ce que les fonds qui étaient éligibles, c'était les fonds qui visaient plutôt 500 à 1 milliard de levée? Vu ce qui va se passer dans la crise, il y a de grandes chances que les fonds n'atteignent pas forcément ces niveaux-là. Première question, est-ce qu'on va réduire la taille minimale de ces fonds? Et deuxième question, les 25 assureurs, je ne sais plus si il y en avait 25 ou 23, quel est votre retour aujourd'hui de leur part? Aujourd'hui, c'est un petit peu la panique partout, donc chez les assureurs. Alors, ce qui stresse les assureurs, c'est pas tant les performances du private equity tech, mais c'est plus tous les placements boursiers que ces assureurs ont fait. Ils sont au feu, ils sont au four de tous les côtés. C'est vraiment la panique. Et aujourd'hui, il faut faire attention que les fameux assureurs ne se détournent pas de cette classe d'actifs sous prétexte de la crise. Alors, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Chacun a ses soucis, hein, tout le monde a des soucis. Voilà, c'est de faire en sorte que les engagements soient vraiment respectés. C'est pas facile à faire, hein, parce que tout le monde a des bonnes raisons de ne pas faire. Hein. Il y a le feu partout, donc. Je suis d'accord. Alors, bon, d'abord, faut quand même rappeler un fait que tu connais quand même bien, Benoît. Hein. C'est quand même le dry powder des fonds VC français, en tout cas des fonds dans lesquels nous sommes investis. Hein. Le chiffre, c'est 10 milliards d'euros de dry powder dans les fonds VC dans lesquels nous sommes LP. Bon. Donc mon point premier, c'est de dire il y a quand même du capital, c'est des opportunités, et donc j'entends bien qu'il faut en mettre plus, mais il faut aussi que ce capital soit déployé, qui est encore une fois un message qu'on essaye de faire passer assez fortement. Ensuite, je pense que, comme tu le disais, personne n'a encore vraiment compris, et on est au début de la crise. Bon, il y a toutes les théories, nous on pense que évidemment les choses vont évoluer, mais évidemment il y aura une reprise, et ça sera un U. Quelle est la forme du U? Personne ne sait vraiment. Et donc je pense que c'est compliqué de demander aux assureurs qui sont eux-mêmes dans leur propre calcul de ratio et d'impact, de leur dire d'aller plus loin ou de relâcher des critères dans lesquels elles s'étaient quand même un tout petit peu fait taper sur les doigts. Donc pour l'instant, je crois que le message qu'on fait passer aux assureurs et que l'État fait passer, c'est bon, vous êtes engagés, vous êtes engagés. Bon, ça c'est le premier point. Et quand même, on regarde qu'ils essayent de ne pas se retirer d'un certain nombre de dossiers en cours. Et comme le disait Cédric, on note un peu aussi ceux qui sont cohérents et ceux qui évidemment ont tendance à se défiler. Moi, je ne pense pas qu'on soit encore dans une période où on puisse dire qu'il faut réouvrir les critères. Je pense que ce n'est pas audible pour le moment. Je pense que de toute façon, et c'est probablement ce qu'il faut qu'on fasse, et c'est ce qu'on va commencer à faire à partir du mois d'avril. Là, on a pris des mesures d'urgence. Ça s'est passé dans le week-end, hein, donc c'est des échanges pour faire des produits. Alors, ils sont
pas parfait, on n'est pas encore complètement au clair sur les thèses finales. Pour tout vous dire, le système d'information légale, le code la nuit chez eux, c'est quand même chaud aussi pour tout le monde, quoi. Je pense que dès qu'on aura un peu stabilisé le système, nous, on a bien en tête qu'il faut qu'on commence à réfléchir sur l'après pour construire quelque chose d'un peu plus structurel. C'est là où, pour moi, les questions que tu poses, il faut qu'on les adresse collectivement, d'ailleurs, avec l'Europe, avec les grands fonds, avec les grands LP que sont les assureurs. Il faut qu'on réfléchisse à une logique d'attractivité parce que nous, on pense que c'est encore une opportunité. Je veux dire, quand on regarde un certain nombre de sujets qui vont ressortir de cette crise, c'est quand même des sujets sur lesquels l'innovation va jouer un rôle assez fondamental. Et donc, nous, on est en train de se dire, du coup, et comment ça peut être une opportunité pour accélérer le digital. Ça a quand même permis de traverser en partie cette crise. Ça sera quand même une leçon sur la flexibilité, sur l'efficacité pour beaucoup d'organisations, et ça va accélérer beaucoup de choses sur la digitalisation qui était en retard. La santé, on voit bien qu'il y a des enjeux d'utilisation, de souveraineté, de maîtrise d'un certain nombre d'outils de production de la santé ou de medtech. Ça va changer des choses. Et sur le green, on n'en parle pas, mais dès qu'on va être sorti de chez nous, le problème va revenir. Donc là, on a un gros champ, mais je ne sais pas le dire maintenant, qui est de dire comment collectivement on rebâtit quelque chose. Et nous, notre conviction, c'est que la tech va jouer un rôle encore plus structurant en sortie de crise et que ça sera encore plus dans la feuille de route de l'État. En tout cas, nous, c'est ce qu'on est en train de défendre, de dire qu'en fait, cette crise, elle ne fait que valider le travail qu'on a fait collectivement avec vous depuis 4 ou 5 ans et qu'il faut donc qu'on mette encore plus collectivement de moyens, pas que public, hein, c'est surtout maintenant de l'argent privé, pour alimenter ces nouvelles filières qui sont absolument cruciales. Alors, moi, j'ai été lâchée par, je ne sais pas si vous m'entendez tous, j'ai été lâchée par mon Internet. Excusez-moi. Alors, il y a aussi des questions. Justement, ça pose la question que tout ce qu'on fait aujourd'hui, ouais. C'est bien, mais j'ai juste une question pour toi. Comment la BPI est aussi acteur et investisseur dans des gros acteurs tels que les opérateurs télécoms, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un enjeu quand même sur les réseaux, la connectivité, la fibre. Est-ce qu'il y a des projets pour intensifier ce développement? Parce que le télétravail, c'est sympa, mais il faut qu'on puisse encore travailler avec des bonnes ressources. Là-dessus, pour tout te dire, nous, on est investisseurs, mais on est actionnaires, mais on n'a pas tellement besoin de le dire à Orange, hein, pour tout te dire, ils travaillent dessus, il y a eu beaucoup de choses de fait par l'État. Donc non, je pense que c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que l'enjeu, c'est véritablement de s'assurer que derrière, on en tire les conclusions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la filière digitale est une filière, on le savait déjà, absolument majeure. On a plein de boîtes qui jouent. Livestorm, c'est une de nos parts. D'ailleurs, on voit bien que c'est des outils qui vont avoir un rôle de plus en plus important. Doctolib a fait en un mois ses objectifs de 3 ans de téléconsultation. Et donc, c'est ça que je crois on va essayer d'accélérer et de construire ensemble. Alors, il y a quelques questions un peu concrètes là que je vois aussi. Je ne sais pas si j'ai Jean-Michel Lacombe, si BPI France, si pas de capital, pas d'aide et financement, si 1 euro de capital, 1 euro d'aide, est-ce que ça va changer pour être plus moderne et plus efficace? En fait, non. Nous, notre métier, c'est de faire de l'effet d'entraînement sur le financement des startups. Évidemment, on est là pour être aidant, mais le critère quand même pour nous, c'est qu'il y ait d'autres gens qui croient à notre projet. Moi, je ne suis pas plus intelligent que la moyenne. Et donc, moi, je suis là pour aider des entreprises qui ont trouvé un minimum de capital et sur lequel on va faire du financement. Je ne sais pas faire autrement et pour être honnête avec vous, je n'y crois pas tellement autrement. Alors, dans la crise actuelle, évidemment, on va faire le maximum pour être le plus souple possible, le plus aidant possible sur les cas pour vous aider. Mais à la fin, encore une fois, moi, je ne crois pas à un système où on finance des entreprises qui ne trouvent pas d'investisseurs ou de financeurs privés. Ce n'est pas pour moi quelque chose de souhaitable collectivement d'ailleurs. À ce sujet, Paul François,
est-ce que tu as des secteurs d'activité que vous allez renforcer? Typiquement, tu faisais le parallèle avec Livestorm ou avec Doctolib, ou tous les sujets de souveraineté nationale sur lesquels vous Alors, pouvez bon, jouer un nous, rôle on est. d'entraînement vu les risques? Ouais. Bon, d'abord, je le redis, on n'a pas la réponse à toutes les questions. Bon, nous, on n'est pas des gens qui raisonnons, mais de toute façon, tous les raisonnements vont être revus, hein, mais on n'est pas des gens qui raisonnons forcément culturellement dans la sphère publique, dans une logique un peu top-down. Nous, on aime bien les écosystèmes, on aime bien le fait qu'un entrepreneur croit à un projet. Pour nous, et qui arrive à trouver des financements, qui arrive à convaincre des VC, des business angels. Pour nous, c'est quand même un assez bon critère que c'est ça qui va et qui est le critère qu'il y a des gens qui ont réfléchi quand même à ce qu'il y a un marché en tant que tel. Après, il y a effectivement des questions un peu stratégiques qui vont se poser. Moi, je n'ai pas encore de réponse. Je sais juste que les fois où l'État a voulu avoir des logiques un peu top-down sur certains sujets, ça n'a pas été le plus efficace. Donc, la réponse qu'on donne, nous, aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a des financements bottom-up qui sont, j'allais dire, un peu indépendants des secteurs. Et je pense qu'il faut d'ailleurs continuer à l'accepter parce qu'au fond, moi, je crois que la somme des VC et des entrepreneurs qui lisent tous les rapports et qui regardent ce qui se passe, c'est un assez bon indicateur. Et quand on le vérifie d'ailleurs, des grandes tendances, au fond. Et que le sujet, c'est plutôt que ce système s'accélère parce que on voit apparaître ensuite les grandes tendances autour de l'IA assez naturellement. Après, il y a probablement des systèmes qui permettent d'accélérer certaines filières, et ça, c'est un peu des plans avec des appels à projets qui permettent de donner des moyens supplémentaires sur certains secteurs. Et ça s'appelle le programme d'investissement d'avenir. Donc, mon sentiment, c'est qu'au fond, je ne suis pas convaincu qu'il va falloir réinventer des grands trucs absolument massifs, que en fait, le système, il est en train de croître, qu'il faut probablement donner quelques priorités, et puis qu'il faut accepter que ça prend plutôt 10 ou 15 ans que 3 ans, quoi. Et donc, si on arrive à sortir intelligemment de cette crise, on sera encore plus fort et on ira encore plus vite et on passera la crise encore mieux d'après, on sera encore plus intelligent et les VC seront plus rentables, lèveront plus d'argent, attireront plus de LP, qui financent plus de boîtes, qui auront eu l'expérience des jeunes. Voilà, mais ça prend du temps et c'est ça qu'on essaie de construire depuis 7 ans. Peut-être une dernière petite question. Alors, c'est le fameux code de bonne conduite. Alors, je sais que le gouvernement essaye de faire passer auprès des entreprises qui bénéficient des aides d'État, notamment de chômage partiel, d'avance de trésorerie, de prêts garantis, etc. En retour, c'est d'avoir un fameux code de bonne conduite, notamment sur le non-versement des dividendes, ce qui nous paraît minima une bonne chose, hein. C'est-à-dire que l'État intervient pour sauver les entreprises, donc à minima, c'est d'être tous solidaires, comme tu l'indiquais, Paul-François. Tout le monde doit jouer son rôle, les entrepreneurs doivent jouer leur rôle, prendre leurs risques, les investisseurs comme nous doivent prendre leurs risques, hein. Notre métier, il est risqué, des fois on gagne, des fois on perd, et puis c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Donc nous, sache que chez France Digital, nous, on réfléchit de manière active à créer un code de bonne conduite des investisseurs en capital, hein, des ventures, des VC, pour faire en sorte que on ait des pratiques qui soient de marché, qui soient éthiques, enfin qui correspondent à... Voilà, on apprécie le rôle que BPI fait, le rôle que l'État joue pour les sociétés et pour nous au travers des sociétés. Donc voilà, on est prêt à jouer le jeu et à signer un code de bonne conduite pour faire en sorte que on sorte de la crise plus fort que jamais et que ça soit qu'un mauvais souvenir, et que toutes les boîtes... Moi, je suis assez positif, hein, je pense que nos boîtes... la bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que nos boîtes, elles sont... très peu sont rentables, hein, beaucoup consomment de l'argent. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ces boîtes qui sont peu rentables, qui consomment de l'argent, si elles perdent 10, 20, 30% de leur chiffre d'affaires, c'est une mauvaise nouvelle. Mais globalement, après la crise, elles feront peut-être des économies qu'elles ne faisaient pas forcément avant, si bien qu'après la crise, elles dépenseront peut-être moins qu'avant la crise, ce qui est magique. Ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés industrielles. Une société industrielle qui perd 20% de son chiffre d'affaires, c'est juste dramatique. Enfin, c'est juste dramatique. Enfin, on voit les sociétés comme Peugeot, Renault qui ont arrêté leur chaîne de fabrication, les compagnies aériennes qui stockent leurs avions sur les pistes, etc. C'est assez impressionnant. Donc, nous, on est parmi les moins mal lotis du système. On va souffrir, tout le monde, mais la vie est quand même plutôt belle chez nos entrepreneurs. Donc voilà, je vais conclure un peu sur ce mot-là. Voilà, faut un peu positiver. De toute façon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc,
Bah, nous, tu le sais, Benoît, on partage très largement ça. On pense qu'on peut beaucoup apprendre, qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi, qu'on est émerveillé aussi, évidemment, dans notre portefeuille de la réactivité, de l'inventivité. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend des entrepreneurs. Donc, on va essayer d'être à la hauteur. Hein, pour être cash avec vous, c'est un énorme challenge de pression. On a 110 collaborateurs chez eux, éclatés dans toute la France, qui reçoivent des dossiers à longueur de journée, avec des situations personnelles compliquées. Et puis, je ne vous cache pas aussi le boulanger, le pâtissier du coin qui s'est perdu, avec des situations d'ailleurs qu'on essaye de rappeler, parce qu'on est obligé de faire le job aussi, de rappeler tous ces gens-là. Et c'est parfois les chargés d'affaires innovation qui ont rappelé les 30 000 entreprises qui nous ont laissé un mot les 3 premiers jours. Donc, je voudrais juste les saluer. Je sais que on n'est pas parfait, pour être clair avec vous. On sait que on, on- on a nos propres lacunes, mais honnêtement, tout le monde est sur le pont dans la maison pour faire en sorte que, comme tu le disais, on soit à la hauteur. On a besoin que les investisseurs, et je suis contente de te l'entendre, et je crois que c'est important, soient là aussi, parce que c'est raisonnable et parce que c'est comme ça qu'on deviendra. Et c'est quand même beaucoup de moyens que nous donne l'État, donc c'est aussi une grosse responsabilité pour qu'on en fasse quelque chose de vraiment positif. Moi, je pense que derrière ça, et c'est ce qu'on croit de plus en plus avec Nicolas, c'est que ça va donner encore des éléments pour que cet écosystème qui construit quand même un certain nombre de réponses aux questions qui sont posées puisse continuer à se développer, et qui est quand même une opportunité pour la France. Donc on a une vraie responsabilité collective à faire en sorte qu'il passe la crise en apprenant, en étant raisonnable et collectif. Donc merci pour l'opportunité qu'on en parle ensemble cet après-midi. Je crois qu'on arrive au bout de l'heure avec toi, Paul-François, et aussi au nom de tous les entrepreneurs et investisseurs, on voudrait vous remercier pour cette action et on va essayer d'être à la hauteur des moyens et de l'engagement que l'État a. Peut-être un dernier conseil que tu donnerais à des entrepreneurs, il y en a un certain nombre Ouais. qui nous écoutent, pour Alors finir. oui, non, mais donc bon, le conseil, il a rien de génial, mais donc nous, je vous ai dit, tout le monde est sur le pont, du stagiaire même moi, je travaille. C'est clair qu'on a besoin de deux choses. On a besoin que vous nous aidiez à serrer un tout petit peu collectivement les priorités. Si vous avez du cash jusqu'au début 2021, laissez-nous laissez-nous un mois ou un mois et demi pour traiter les camarades qui, eux, ont des situations de cash qui sont parfois à la semaine, et sur lesquelles on essaye de construire des solutions avec les investisseurs, avec les banques. Et donc, les dispositifs dont je vous ai parlé, ils ne vont pas s'arrêter le 15 mai. C'est des dispositifs qui vont a priori jusqu'à la fin de l'année. Donc, il n'y a pas de. Il y a beaucoup de moyens, donc on n'est pas dans une gestion rarifiée de la ressource. Donc, pas de stress. Il faut juste qu'on soit capable de faire face aux priorités. Donc, essayez de. Je sais que c'est difficile, mais peut-être d'attendre quelques semaines si vous êtes en visibilité de cash forte. La deuxième chose, c'est ce que je vous ai dit et ce que vous ont dit d'ailleurs tous vos investisseurs, c'est préparer un plan de trésorerie à 12 mois réadapté, regarder combien de fonds propres vous avez, regardez avec vos investisseurs combien ils sont prêts pour combler le gap lié à cette crise ou aux besoins de financement à 12 mois, allez voir les banques pour les PGE. On est en train de les fouetter pour elles répondent, et les premiers signaux ne sont pas complètement nuls. Hein, il faut qu'on les pousse, on va le faire. Et puis, venez nous voir, évidemment, et on va essayer de cristalliser tout ça avec les dispositifs pour trouver le maximum de solutions. Donc voilà. Et si on n'y arrive pas, n'hésitez pas. Vous connaissez mon mail. Mettez-moi un petit mail. J'essaierai parce que parfois il y a un peu d'engorgement, de réguler ça pour mes amis VC, pour essayer de trouver le maximum de solutions. Merci à vous. Merci. Je me permets juste de prendre quelques questions très rapides qui nécessiteront juste une réponse rapide. Première question, y a-t-il un filtre entreprise innovante avec des critères précis pour accéder au PGE? Oui. Alors, donc, ce filtre, il est très clair, et c'est en fait, il y a 3 critères. Il faut que l'entreprise ait un VC à son capital. Il faut qu'elle ait été financée par un organisme public de financement, dont BPI France. Et il faut qu'elle ait été
incubés dans un incubateur. Donc, c'est assez simple et assez généraliste. Il faut que ça soit fait dans les 5 dernières années, un de ces critères-là. Bon, donc, au fond, c'est quand même assez large et voilà. Et vos banques connaissent ces critères. Sinon, vous les retrouverez sur les FAQ du site bpifrance.fr. De même, peut-être peut-on rappeler rapidement les critères du French Tech Bridge. On en a parlé en début, mais peut-être… Donc, encore une fois, je ne voudrais pas que tout le monde se focalise sur ce dispositif parce qu'il n'a pas vocation à traiter tous les cas, mais il est là et donc il va répondre à un certain nombre de… Donc, c'est au minimum 1 pour 1 avec des investisseurs privés. C'est une obligation convertible qu'on essaiera, enfin, en tout cas, on est dans un esprit de ne pas la convertir en capital. Hein, on n'est pas là pour rester durablement, massivement en capital des entreprises de la place. Voilà, il y a un taux de 7%. Là aussi, on va probablement pas passer des heures à discuter si c'est 6,5 ou 7,2 parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Et donc voilà, le grand principe, c'est surtout qu'il y ait des fonds privés qui matchent au moins 1 pour 1 sur ce bridge. Merci. Petite question pour Benoît et Idinvest. Est-ce que Idinvest est désormais intéressé par le fait d'accompagner des startups de télémédecine? Oui, mais on en accompagne déjà, donc on en accompagne 2. Donc pourquoi pas une troisième? Ah, tout à fait, jamais deux. Il y a un dicton qui dit jamais 203. Donc, très bien. On en accompagne une en France et une en Allemagne. Voilà. Merci Benoît. J'essaie de faire la liste. Stéphanie, si tu vois d'autres questions auxquelles je n'aurais pas… Il y a peut-être une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui est importante, c'est qu'on est en train aussi de travailler avec la Caisse des dépôts pour réactiver le fonds de garantie pour les fonds d'investissement. Et donc, on espère avoir une réponse positive qui permet quand même de garantir un certain nombre de fonds. Et donc, ça serait aussi un mécanisme supplémentaire qui permettrait de fonds d'avoir une garantie là aussi sur leurs investissements. Donc on devrait avoir une réponse aujourd'hui de la Caisse, mais on est assez confiant sur le fait que ça devrait avancer. Super. Dernière question, vous nous avez indiqué effectivement que vous étiez tous sur le pont dans les équipes BPI. Une question qui est posée, c'est est-ce que les équipes BPI en Operating Partners vont être renforcées pour accompagner les participations actuelles et futures, notamment dans la partie growth? Alors, sur nos propres participations, non, pas vraiment là, parce que d'abord, on n'est pas tellement recruté quelqu'un. Et en fait, il y a beaucoup, toutes les équipes, en particulier du Hub, sont mobilisées pour accompagner le portefeuille, en particulier les équipes de growth. Donc, la réponse concrète, c'est non, on n'a pas de… Mais s'il y a des points, en fait, les mois remontés, on essaiera de regarder. Il y a peut-être des trous dans la raquette. Mais à date, on se concentre… clairement, la maison est quand même massivement concentrée sur la réponse systémique par nos outils de financement, nos outils de fonds. Évidemment, nos parts, on s'en occupe massivement et les investisseurs, mais ça représente 7% du capital risque et on fait comme nos petits camarades au-dessus. On fait au mieux avec eux, d'ailleurs, pour essayer de trouver le maximum de solutions. Ok. Eh bien, écoutez, merci à tous pour l'organisation de ce webinaire. À très bientôt. Merci Paul-François, merci Stéphanie, merci Benoît et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.